nous allons tous commencer par une introduction en disant oui, les immunoglobulines, c'est des produits dérivés du sang. Ils ont actuellement plusieurs actions et plusieurs indications. Initialement, elles étaient considérées essentiellement comme étant un produit anti-infectieux. Mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'elle avait aussi une action anti-inflammatoire et surtout dans les maladies auto-immunes. Son activité reste temporaire, étant donné que c'est une glycoprotéine, elle est rapidement dégradée. On est amené à donner des immunoglobulines régulièrement, toutes les 3 à 4 semaines. Le problème qui se pose, c'est un produit cher, qui reste encore coûteux. Et le deuxième problème qui se pose avec le temps, c'est sa disponibilité. Vu que les immunoglobulines ont vu leur indication augmenter, il y a une consommation mondiale des immunoglobulines qui a augmenté, la tension, elle est là. Et bien sûr, celle-ci, elle est beaucoup plus aggravée dans les pays à faible revenu. La structure d'une immunoglobuline, elle reste, c'est le support de la réponse immunitaire. Elle est composée de 2 chaînes légères et 2 chaînes lourdes. Il y a un pointeur. Et on a la partie Fab. D'accord. On a la partie Fab, c'est la partie qui va se lier essentiellement à l'antigène, mais on a aussi une partie FC, c'est la partie constante qui assure les propriétés biologiques des immunoglobulines, et c'est cette partie-là qui va se lier aux différentes cellules immunitaires, essentiellement les cellules NK et les macrophages, et ce qui va permettre aussi l'activation du système du complément par voie classique. Nous avons 5 types d'immunoglobulines dans le sang, les IgG, A, M, D, E. Qu'est-ce qu'on pourrait doser au niveau du sang? C'est essentiellement les immunoglobulines A, G, M. On peut doser les IgE et on peut doser aussi les sous-classes d'IgG de 1 à 4. Toujours interpréter le dosage des immunoglobulines en pédiatrie en fonction de l'âge. On sait tous que jusqu'à l'âge de 6 mois, il persiste des immunoglobulines de la maman, essentiellement d'IgG. On a cette immunité, une immunodépression physiologique qui se fait vers l'âge de 2 à 3 mois, donc ce n'est pas un déficit immunitaire. Savoir que les IgG et les IgM ne se normalisent que vers l'âge de 3 ans, donc savoir interpréter quand on reçoit les résultats en fonction de l'âge, mais aussi selon la clinique de l'enfant, et les IgA ne se normalisent qu'à partir de l'âge de 11 ans. Cela veut dire que quand il n'y a pas une sévérité clinique et on tombe sur des taux d'IgA qui sont bas, il faut toujours les interpréter en fonction de la clinique et non pas seul, parce qu'il va y avoir une maturation qui va se faire durant l'enfance. Comment préparer les immunoglobulines? Il faut savoir que pour préparer un flacon d'immunoglobulines, il y a plus de 5000 donneurs. Ensuite, il va y avoir des étapes de purification, c'est-à-dire on va enlever toutes les protéines allergisantes, mais aussi l'inactivation et diminuer au plus haut possible le risque infectieux et de contamination. Quel type d'immunoglobulines nous avons? Nous avons des immunoglobulines spécifiques et des immunoglobulines polyvalentes. Les immunoglobulines spécifiques, elles sont utilisées à visée curative. C'est quand on a essentiellement une sérothérapie comme l'hépatite, la varicelle, le tétanos et la rage. Les immunoglobulines polyvalentes, comment les choisir? Comment dire que cette immunoglobuline est efficace? Il faudrait qu'idéalement, elle contient plus de 95% d'IgG. Ça veut dire très peu d'IgA et d'IgM. Il faudrait que la répartition des sous-classes, essentiellement, elle contient plus de 70% d'IgG1. Et l'idéal, c'est d'avoir des immunoglobulines de l'environnement de l'enfant. Parce que si on importe des immunoglobulines qui ont été fabriquées sur un environnement donné avec des données antigéniques, quand on va les utiliser chez un enfant qui habite le Maghreb, qui est loin de l'Europe ou des États-Unis, il faut savoir que la réponse antigénique est totalement différente. Et bien sûr, tenir compte du risque de contamination par les agents infectieux et le risque d'avoir des protéines allergisantes. Ainsi, les immunoglobulines que nous avons sur le marché, elles ne sont pas totalement superposables. Elles vont être différentes selon les types d'immunoglobulines, selon par exemple le rythme de perfusion, c'est la demi-vie du médicament. Il y a des immunoglobulines qu'on pourrait donner tous les 2 mois. Il y a des immunoglobulines, on serait amené à les donner 1 fois par mois, au maximum. Mais aussi tenir compte de leur composition en sucre et en osmolarité. Plus il y a du sucre, plus l'osmolarité est élevée,
Puis, plus quand on utilise des fortes doses, on a un risque d'insuffisance rénale. Et bien sûr, toujours regarder la teneur en IgA. Plus il y a des IgA, plus le risque allergisant est augmenté quand il y a un déficit en IgA. Le mode d'action des immunoglobulines a deux grands rôles, essentiellement anti-infectieux et immunomodulateurs. Initialement, les immunoglobulines, depuis les années 50, ont été utilisées essentiellement comme étant un effet anti-infectieux. Depuis les années 80, on a vu leur indication s'élargir vers les maladies inflammatoires et auto-immunes. Ainsi, il y a une augmentation de la consommation mondiale et la mise en place de recommandations qui ont permis d'émettre des indications prioritaires. Nous prenons l'exemple de la France qui a émis, selon l'Agence nationale de sécurité des médicaments, selon la spécialité des disques qui vont du rouge, bleu au noir, selon la priorité d'indication. Et si on voit les déficits immunitaires primitifs, on trouve qu'ils sont une indication prioritaire en termes d'immunoglobulines. Si nous voyons par exemple en service d'hématologie, leur indication dans le purpura thrombopénique immunologique ne reste que quand il y a une forme sévère, c'est-à-dire que c'est un enfant qui arrive à faire un saignement actif avec hémorragie cérébro-méningée. Sinon, ça reste toujours d'autres thérapeutiques avant les immunoglobulines. Ainsi, pour les indications prioritaires actuelles, ça reste bien sûr les déficits immunitaires primitifs, le syndrome de Kawasaki, le syndrome de Guillain-Barré, le purpura thrombopénique immunologique, mais bien sûr, les portes restent ouvertes. On ne peut pas interdire d'utiliser un médicament, c'est-à-dire qu'ils disent qu'on peut l'utiliser devant une pathologie qui ne répond pas à un traitement initial. En termes de déficit immunitaire primitif, l'utilisation d'immunoglobulines ne va pas dépendre que de la maladie, mais il faut toujours prendre en compte la sévérité clinique, l'importance du déficit et quel type de déficit. Des indications absolues, c'est quand il y a une agammaglobulinémie, un déficit immunitaire humoral comme variable, les SCID, les hyper-IgE et le syndrome d'hyper-IgM. Les autres déficits immunitaires primitifs vont dépendre de la clinique du malade, c'est-à-dire que nous serons amenés à donner des immunoglobulines selon la sévérité des infections et l'utilisation des antibiotiques. Alors, en Algérie, il faut savoir que nous avons commencé à utiliser les immunoglobulines il y a longtemps, depuis les années 80. Ça a commencé à s'organiser depuis les années 2010, où il y a eu création du groupe de travail des déficits immunitaires primitifs. Des réunions ont été mises annuelles pour permettre de diagnostiquer de nouveaux cas de déficit immunitaire primitif. Un registre a été mis en place depuis 2015. Donc, comment se fait notre recrutement ? Chaque service, il y a 14 services de pédiatrie qui adhèrent à ce groupe, remplissent des fiches qui sont bien sûr centralisées, où il y a des renseignements cliniques, biologiques, thérapeutiques et l'évolution du malade. L'exploration, elle se fait malheureusement qu'au niveau d'Alger. Il y a 5 centres qui permettent de faire le diagnostic des déficits immunitaires primitifs. Pour certaines pathologies, on fait même la génétique. La classification se fait selon la classification internationale de 2017. Et il faut savoir qu'en 2018, nous avons recensé 642 déficits immunitaires primitifs. Ce que vous voyez en vert, c'est les nouveaux cas, et les en rouge, c'est le cas cumulé. La répartition des malades, vous allez voir que ça se concentre essentiellement au niveau algérois, parce que c'est là où il y a le centre de diagnostic. Si on arrivait à mettre des centres diagnostiques biologiques au niveau de tout le territoire, il faut savoir que ce chiffre va être doublé ou triplé. Aux dernières données 2018, nous savons pratiquement 28% de déficits immunitaires humoraux, donc nécessitant des indications d'immunoglobulines absolues. Donc, pour la voie d'utilisation des immunoglobulines, initialement, elles ont été utilisées par voie sous-cutanée en IM. Ensuite, on a vu arriver la voie IV parce qu'il y avait un large volume nécessaire d'injection. Sauf que la voie IV, elle nécessite l'hospitalisation de l'enfant, un capital veineux. Les doses sont données toutes les 3 à 4 semaines avec un risque d'accident grave nécessitant des prémédications. Actuellement, on est arrivé, pour certains pays, à donner la voie IV à domicile, à condition de former, bien sûr, un personnel paramédical capable de mettre une voie veineuse et surtout de surveiller la perfusion des immunoglobulines. Ensuite, il y a eu l'apparition de la voie sous-cutanée. Elle a beaucoup d'avantages. Déjà, il y a l'autonomie d'injection. On peut la donner 1 à 2 fois par semaine. Il n'y a pas de risque
néanmoins nettement diminué d'accidents graves, ne nécessitant pas de prémédication, et surtout le gain du confort du malade, avec diminution du taux d'absentéisme et surtout une grande liberté pour les parents. En Algérie, il faut savoir qu'on n'utilise que la voie IV en hospitalisation. Elles sont données d'une façon gratuite pour les patients algériens. Elles sont tolérées dans 95% des cas. Nous avons retrouvé dans notre série jusqu'à 2018 que 2 cas d'effets secondaires majeurs à type de thrombose. Et en termes de régularité, ça a été toujours régulier jusqu'à l'année 2019, où malheureusement, nous avons vécu des périodes des pénuries qui pouvaient aller jusqu'à 3 mois. Comment sont organisés les soins? Bien sûr, le malade est diagnostiqué au CHU, traitement des complications. On met une première perfusion de vénoglobuline en hospitalier sur une durée qui peut aller jusqu'à 12 heures pour savoir qu'il y a une bonne tolérance, qu'il n'y a pas d'effet secondaire majeur. Ensuite, 2 cas de figure, soit que l'enfant habite les environs, il revient en hôpital du jour pour ses perfusions tous les 21 jours, soit on le réadresse à un hôpital de proximité où il bénéficie des perfusions de vénoglobuline. On garde le contact par des consultations spécialisées tous les 3 mois. Quels sont les types de vénoglobuline disponibles en Algérie? On a les 3 types. Malheureusement, on n'a pas la main pour quel type d'immunoglobuline avoir. C'est les pharmaciens qui décident. Pour la première molécule, le problème qui se pose avec la première molécule, c'est qu'elle nécessite des volumes d'injection beaucoup plus importants. C'est le double. C'est-à-dire que pour 5 grammes d'immunoglobuline, elle nécessite le double de volume par rapport aux 2 autres molécules. La dose utilisée en termes de déficit immunitaire primitif, c'est aux alentours de 500 mg kg. Le débit, bien sûr, on commence par des débits très faibles, sans dépasser les 4 cc kg/h. Pour l'adaptation des doses, on prend en considération la symptomatologie clinique du malade, la consommation aux antibiotiques et au taux d'IgG résiduel. Concernant les effets indésirables, les mineurs, ils dépendent essentiellement de la vitesse de perfusion et de la maladie sous-jacente. Pour les accidents graves, essentiellement les risques de choc anaphylactique se voient essentiellement quand l'enfant a des antécédents de transfusion sanguine ou déficit en IgA, et surtout selon la molécule qu'on utilise en teneur en IgA. Les réactions méningées dites aseptiques, les thromboses et les insuffisances rénales se voient essentiellement quand on utilise des fortes doses. Ce n'est pas le cas des déficits immunitaires primitifs. Dans notre série, nous n'avons eu que 2 cas de thrombose. Ainsi, ça nous amène à utiliser la voie de préférence, ça reste la voie subcutanée, pas d'effet systémique, préservation du capital veineux, essentiellement, même quand il y a des effets, des manifestations locales mineures, elles disparaissent avec le temps. Ainsi, quand on utilise la voie subcutanée, on préserve le capital veineux de l'enfant, on n'a pas d'accident grave et surtout, elles sont un avantage important pour les enfants qui habitent loin des hôpitaux. Quelles sont les difficultés rencontrées à ce jour en Algérie? C'est le changement fréquent des marques d'immunoglobuline. Je vous ai dit que ce n'est pas le médecin qui demande l'immunoglobuline qu'il souhaiterait, c'est les pharmaciens qui décident. Et on voit arriver en même temps 3 types d'immunoglobulines, tout en sachant qu'on ne peut jamais les mélanger. On assiste actuellement à des pénuries et bien sûr la formation du personnel médical et paramédical. On assiste actuellement que dans les hôpitaux qui sont en dehors des grands CHU, ils ont peur d'utiliser encore une fois les immunoglobulines avec cette hantise d'effets secondaires majeurs alors qu'ils sont rares. Les perspectives, c'est d'arriver à donner ces immunoglobulines à domicile par voie subcutanée. Ceci nous amènerait à augmenter la compliance au traitement, de réduire les infections nosocomiales et bien sûr un gain de temps majeur pour l'enfant et ses parents. Ainsi, je termine ma présentation en disant oui, les déficits immunitaires primitifs restent l'indication préférentielle des immunoglobulines. Des études cliniques plus approfondies doivent être faites pour poser l'indication des immunoglobulines dans tout ce qui est maladies inflammatoires et auto-immunes. Et bien sûr, le traitement à domicile reste la meilleure alternative thérapeutique pour une qualité de vie meilleure des patients. Et je vous remercie.